Allez, première et dernière. Alain, comme on se retrouve? Mais oui, Ben oui, ça fait pas longtemps. Donc il y a on une était, semaine, on ne se connaissait pas. C'est ça. Et voilà, ravi de partager ce moment en tout cas Bah, avec merci à toi. toi pour ce temps, parce que du coup, on s'est rencontrés, ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, c'est avec David Smetanine. J'ai d'ailleurs encore le bracelet de l'événement auquel on était il y a 5 jours, hein. Ouais, le Giant Open au Le Centre Giant, Aquatique Olympique. exactement, exactement. C'était une journée incroyable et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, pour ceux qui ont vu mon vlog, mes petites stories. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Alain. Voilà, donc ça va être très sympa. Je vais commencer bien évidemment par ta carrière de nageur, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à savoir là-dessus. Et j'aimerais te demander d'abord comment tu as découvert tout simplement la natation. Eh ben, c'est une très bonne question. On va commencer par le début. En fait, moi, je suis né à Aubagne, à côté de Marseille. Donc voilà, si tu connais un petit peu mon accent qui chante un peu, voilà, qui me suit On sait d'où toujours. ça vient. Et en fait, j'ai deux sœurs plus âgées que moi, de 6 ans, 9 ans de plus. On habitait à côté d'une piscine et pour nos parents, c'était important de savoir nager, d'être en sécurité dans l'eau. Et je ne sais pas si on y reviendra après, mais ça fait partie de mes engagements qui me sont très chers aujourd'hui pour Ouais, lutter contre les noyades. Donc, bien au premier évidemment. abord, voilà, c'est 4 ans et quelques, premiers cours de natation. Et puis, comme mes sœurs étaient déjà inscrites au club de natation d'Aubagne, eh bien, j'ai voulu faire comme elles. Et c'est comme ça qu'à 7-8 ans, j'ai commencé des entraînements réguliers. Alors, au début, c'est 2 à 3 entraînements par semaine. Après, on est monté assez rapidement à 5 entraînements par semaine. Et donc, j'ai découvert, au-delà des performances sportives, bien sûr, une bande de potes vraiment super sympa. C'était un peu l'aventure. C'est le côté de partir aussi le week-end en compétition. Alors au début, tu vas sur les piscines périphériques, sur des petites villes Ouais. autour. Et après, on se faisait des heures et des heures de bus ou de train pour aller faire des compétitions et des stages. Et donc c'est comme ça que le virus est né. Et bien plus tard, voilà, à 15 ans, je vais passer une étape assez importante parce que je vais passer de 5 entraînements par semaine à 11 entraînements de 2 heures par semaine. Je vais rejoindre le Cercle des nageurs de Marseille à 15 ans. En 98, tu n'étais pas né, ça fait bizarre de Mm. dire ça. Je suis née Voilà. 2 ans après, les amis. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ton parcours. Et du coup, si tu pouvais nous citer des souvenirs déjà que tu gardes de ta première compétition. Mes premières compétitions, je crois que quand on est gamin, on fait uniquement des 25 mètres. Tu vois, Mhm. c'est pas des 50 mètres, c'est des 25 mètres dans des bassins, dans des C'est piscines déjà de pas mal. 25. Donc au début, c'est 25 mètres crawl, 25 mètres d'eau, brasse. Et puis ma première médaille, je crois que c'était une médaille de bronze en fait sur une petite compétition comme ça. Et les souvenirs que j'en garde, c'est ouais, le côté un petit peu club, équipe où on s'encourage les uns les autres et vraiment un L'esprit du sentiment, sport, quoi. exactement, un sentiment à la fois d'entraide, de bienveillance et Mm. de soutenir les autres, C'est important. de s'encourager. Ouais, c'est ça. Et comment tu as vécu ta première sélection en équipe de France? Alors, ma première sélection en équipe de France, elle est arrivée assez tardivement parce que, alors, moi, j'ai plusieurs façons de voir les équipes de France. C'est que Mhm. on est sélectionné qu'à partir des chronos que l'on fait sur des compétitions, typiquement les championnats de France. Et donc, j'ai raté toutes mes équipes de France jeunes, moi, comparé aux copains du même âge que moi. On appelle ça la Comen, la Foge, les Euro Juniors, les championnats du monde junior, on va dire. Ce sont des sélections d'équipe de France qui s'égrènent de 14-15 ans jusqu'à 18 ans. Tout simplement parce que j'étais pas bon, j'avais pas le niveau, donc en fait il fallait que je travaille. Et donc ma première équipe de France A chez les grands, c'était en 2003, c'était des championnats d'Europe petit bassin à Vienne où on rentrera avec une médaille sur un relais 4 x 50 mètres nage libre. Donc voilà, première sélection et je me dis c'est comme ça chez les grands et tout, même si j'étais grand. Oui, ça c'est. Je pense que vous le voyez, hein. Il n'y a Non, pas besoin de ça va, 1,96 m. c'est ça, c'est pas grand. Ça dépend pour qui. Et est-ce que tu peux nous parler par exemple, de ta préparation, si tu en avais une spécifique, avant les Jeux Olympiques? Alors, bien sûr, une préparation. En fait, on s'entraîne tous les jours en natation à être prêt Mm. à un ou deux moments forts dans l'année. Pourquoi deux moments forts? Parce qu'il y a cette étape cruciale, les championnats de France, comme je l'ai dit, où on ne peut pas rater la marche. C'est-à-dire que si on ne réalise pas un chrono où on n'est pas dans les 2 ou 4 premiers de notre course, on ne part pas en équipe de France. Donc jusqu'au championnat d'Europe, on était 4 nageurs par épreuve. Par exemple, sur un 100 mètres nage libre, c'était les 4 premiers de la finale. Et à partir des championnats du monde ou des Jeux olympiques, ce n'était que les 2 premiers.
Donc en fait là c'est la grosse bagarre en fait entre nous, entre différents clubs, des nageurs de Marseille, de Paris, de Mulhouse, de Nice, d'Antibes. En fait c'est vraiment la grosse guerre. Et, euh, et donc la préparation elle n'est pas vraiment spécifique à des Jeux Olympiques ou pas. C'est qu'on s'entraîne toute l'année très très dur. Oui, c'est sur un long moment Voilà. jusqu'à En cet fait, événement. toute l'année, on est dans le dur et on va chercher ce fameux pic de forme et cette surcompensation. C'est-à-dire par rapport à un niveau de fatigue moyen, ben, tous les jours, on va travailler en dessous, on va commencer à récupérer, on va nous rajouter une charge de travail. Et là, par effet rebond, en fait, on va se dire, on va viser une fenêtre qui va durer que quelques jours en se disant, ben, C'est là, ça. j'ai l'opportunité C'est... de faire mon meilleur chrono, mon meilleur temps et de Mais me c'est important de qualifier. le dire comme ça montre que c'est une persévérance sur le long terme et que c'est pas juste. Et puis c'est loin d'être acquis, c'est pas parce que tu es en équipe de France une année que tu es forcément l'année d'après, parce que toutes les cartes sont rebattues année après année. Donc voilà, moi c'est 2003, ma première équipe de France sur des championnats d'Europe petit bassin, et après c'est 2006, donc c'est 23 ans. C'est-à-dire qu'entre 15 ans et 23 ans, c'est 2 entraînements par jour pour enfin arriver en équipe de France en grand bassin. C'était des championnats d'Europe à Budapest où, entre autres, Laure Manodou a explosé tous les chronos et tous les records à ce moment-là. Mm. Et voilà, faire partie de cette équipe que je regardais quelques années plus tôt à la télé, ça fait C'est bizarre. satisfaisant. Et d'ailleurs, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué pendant les JO de Pékin en 2008 et à Londres en 2012? C'est ça, Pékin 2008, Londres 2012, c'était mes 2 participations aux Jeux. Pour la petite histoire, j'ai raté ma qualif aux Jeux Olympiques d'Athènes 4 ans avant pour 17 centièmes de seconde. Donc là, ça a vraiment Ah oui, piqué et je m'entraînais depuis longtemps c'est pour rien ça. du tout. 17 centièmes de seconde, c'est voilà, c'est à peu près ça, donc c'est On vraiment l'évoquait rien. avec David aussi. Et des fois, ça se joue en ta faveur ou en ta défaveur. Et donc, en effet, en 2008, quand je me qualifie, en plus, quelques mois plus tôt, j'ai battu les records du monde du 50 et 100 mètres nage libre. Donc, j'arrive aussi dans cette position d'ultra favori, avec aussi pas mal de pression et d'attente. Et Ouais. je voulais vraiment aussi me couper un petit peu de cet environnement extérieur. Alors, c'était la naissance des réseaux sociaux vraiment à ce moment-là. On était sur le début de Facebook, ça paraît vieux de dire ça, mais c'était le cas. Non, mais ça va, j'étais là. Donc, Mais on avait moins finalement d'attente ou de pression, où on la ressentait moins, même si bien sûr j'ai eu une exposition médiatique extrêmement forte. Justement, Et, je te demanderai ouais. par rapport à ça Et un petit peu. mais du coup, l'anecdote, alors je sais pas si tu veux parler d'une anecdote sportive ou extra-sportive dans les Jeux. Moi, j'ai vraiment ce sentiment où on est quelques jours avant les courses, on est dans le village olympique où il n'y a que les athlètes et les cadres techniques, les entraîneurs des fédérations qui n'y ont accès. Et donc, je me souviens, on était dans un espace de musculation. Il y avait une grande salle de muscu. Sur ma gauche, j'avais des haltérophiles ukrainiens qui soulevaient 150 kilos à l'arraché, qui pesaient 130 kilos. À ma droite, j'avais des jeunes gymnastes colombiennes, en fait, qui avaient un tout petit gabarit. Même toi, à côté d'elles, tu aurais été super grande, en fait. Elles Ah bah étaient... dis donc. Alors, c'était vraiment C'est- des petits gabarits, mais vraiment comme toi, plutôt, voilà, plutôt toniques et très jeunes pour le coup. Je le prends bien, les amis. Ce sont des filles qui ont, tu sais, en équipe de France, en équipe de gym, c'est des filles qui ont entre 14 et 16 ans, voire 17-18 ans, elles sont limite en fin de carrière. Et Oh donc, là là. je me dis, mais moi, où je me situe entre deux, quoi? Je vois Oui, un c'est sûr que Goliath, un Golgoth c'est. d'un côté, je vois des filles ensemble, mais chacune et chacun avec ses couleurs de son pays que l'on porte Ouais. fièrement. Mm. Et je me suis dit, waouh, c'est ça aussi, enfin, c'est vraiment ça, la magie des jeux. C'est un peu comme dans Star Wars, hein, quand ils vont sur des planètes et qu'ils voient des créatures en tout genre, eh bien c'est ça, c'est chacun est vraiment fier de ses couleurs d'appartenance avec leurs spécificités. Voilà. Mm. Et comment tu gérais la pression, par exemple, avant une finale? Et est-ce que tu avais peut-être des rituels ou une routine qui t'est propre ou un petit secret qu'on ne sait pas parce que chacun gère à sa manière la pression. Exactement, il y a rien de bien secret. Il y en a qui sont très superstitieux, d'autres moins. Moi, je l'ai été pendant tout un temps. J'avais un petit gris-gris qui était un petit porte-clés que j'estimais qui me porte chance en fait. Et quelques temps avant les Jeux, un jour avant d'arriver derrière mon plot, je me suis rendu compte que j'avais pas mon gris-gris. Donc, en fait, à la fois j'ai paniqué. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas mon porte-chance. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai super bien nagé. J'ai explosé mon temps. Et en fait, je me suis dit, mon propre gris-gris à moi, ça va être ma routine. Ça va être d'arriver dans l'enceinte de la piscine. Je vais me poser 10-15 minutes dans les gradins, jauger l'ambiance, l'atmosphère, l'énergie. Et petit à petit, je vais rentrer dans mon échauffement. Donc, un échauffement à sec avec ma musique, des petits
des petits abdos, des pompes, un petit réveil Ouais, donc musculaire. finalement, en fait, ça a même été bien voilà. parce que c'est ça qui t'a permis de te détacher Et voilà, je me suis de dit, ça et le de gris-gris le matériel, transformer en positif. j'en ai pas vraiment besoin. Ouais, Après, chacun fait comme il veut. c'est ça. Et est-ce que justement, tu as déjà eu peut-être des critiques quand tu as eu une exposition médiatique très forte au niveau des réseaux? Et si oui, comment tu as géré ça en tant que Alors, quand même ouais, célébrité sportive? quand je te dis, c'était pas vraiment lié au réseau, mais en 2008, des championnats d'Europe à Eindhoven, en fait, je bats 3 records du monde en 3 jours. Et donc là, c'est une exposition médiatique qui est juste énorme. Et j'arrive enfin à faire des courses vraiment abouties. C'est-à-dire qu'avant, je partais à fond, j'explosais à 15 mètres du mur, après à 10 mètres, après à 5 mètres. Et ce jour-là où j'ai réussi vraiment à construire mes 100 mètres, enfin mes courses, c'était très... Comment dire, j'étais en maîtrise totale. Et donc, il y a un adversaire italien qui a dit à un autre, ah tiens, Alain, il a trouvé les bonnes vitamines. Et en fait, ça, c'est horrible, quoi. C'est genre de dire, ouais, il a gagné parce qu'il a Ouais, triché, il c'est a ça. trouvé des vitamines. On parlait de ça justement, de ceux qui trichent, ceux Et qui se dopent dans le milieu du sport, etc. donc, s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, ce sont les tricheurs, mais que l'on fasse une finale olympique ou qu'on fasse une partie de pétanque ou qu'on joue aux cartes, je ne supporte pas les tricheurs. Et donc, presque, il a fallu... Je triche pas, hein, moi. Surtout sur la taille. Non, pas du tout. J'ai Non, pas des talons. mais surtout, c'était voilà, d'essayer de se justifier pour quelque chose dont tu n'as rien à te Non, reprocher. mais dans ces cas-là, il faut Mais en fait, laisser couler. Ouais, mais D'ailleurs, non, c'est bien trouvé, ça. on a dû provoquer une conférence de presse avec le médecin en disant que, vous savez, il y a des contrôles inopinés. Moi, j'ai jamais raté un contrôle, d'ailleurs. Ah oui, donc tu dois quand même... Ah ouais, Enfin, c'est très cadré, quand même. Toujours au moment où on se parle, j'ai toujours le double de ma cinquantaine de contrôles antidopage que j'ai dû avoir dans ma carrière. S'ils veulent, alors quand tu fais un contrôle antidopage, en fait, tu as une analyse d'urine, en fait, c'est un truc tout con, mais tu as quelqu'un qui est là et qui te surveille de A à Z, les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes, bah oui, tu peux pour bien pas... s'assurer que c'est ton urine à toi que Bien tu mets. sûr. Sinon, c'est facile de... Voilà, de changer. Mm. Et donc, du coup, ils analysent les urines. Si jamais il y a une suspicion sur l'échantillon A, tu as le droit de demander d'analyser l'échantillon B, qui D'accord. conserve pendant des mois après. Donc en fait, ça a été une gestion de quelque chose qui n'était pas du tout prévu, quelque chose qui n'était pas du tout fondé. Parce que quand on est dans les top athlètes monde, dans les 50 meilleurs athlètes, eh tu dois remplir un formulaire de localisation. On appelle ça le localization form, où tu dois dire où tu es au moins 1 heure dans la journée, 3 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, au moment où on se voit, si j'avais été encore en activité, j'aurais pu renseigner, voilà, telle date, tel jour, à telle heure, je serai à tel endroit. Et si je renseigne ce créneau et qu'on vient me contrôler que je n'y suis pas, je risque un no-show, c'est-à-dire je ne me présente pas, un deuxième no-show et un troisième, on peut être suspendu carrément. Donc en fait, tu joues pas trop avec ça et en même temps, ça aide à arrêter les tricheurs aussi, qui sont toujours par monts et par vaux et dont les instances ont du mal à les contrôler de manière inopinée. Parce qu'on ne va pas me dire jeune homme, on va venir vous contrôler demain matin, il faut être sûr que vous soyez là parce que il faut que ce soit faut que ce soit quelque chose que tu peux pas prévoir à l'avance, sinon... Donc voilà, ça a été une des premières choses que j'ai vécues qui n'était pas forcément trop cool. Parce que j'ai pas fait du sport pour ça. Voilà, moi j'ai toujours voulu être réglo, je voulais toujours me regarder dans une glace et je me suis dit un jour j'y arriverai en étant propre ou je n'y arriverai pas. Et maintenant, voilà. là où t'en es, tu peux que... maintenant, voilà, je suis fier de ce parcours, non sans mal parce que ça a été très éprouvant, très engageant, et physiquement et psychologiquement aussi. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être super bien accompagné et je m'estime chanceux là-dessus. Justement, on en avait parlé avec David pendant son interview, mais on parlait aussi de l'importance des entraîneurs dans la réussite, de ceux qui sont avec toi tout au long. On en avait un peu échangé aussi quand on a mangé ensemble au Giant Open, c'était très intéressant. Et la question que je me posais aussi, c'est est-ce que dans ta carrière, tu as plutôt été solitaire ou est-ce que tu as plutôt justement eu une bonne perception et des bonnes rencontres surprenantes, tu as eu des affinités avec des gens qui avaient le même sport que toi ou c'est plutôt quelque chose où chacun se concentre sur on travaille en équipe, on travaille en groupe, toujours. Oui. La natation est un sport tellement aussi ingrat où on voit pas beaucoup de paysages, on voit beaucoup de fond de la piste, écouter de la musique, donc C'est particulier, hein, ouais. Tu développes ce fameux discours interne, donc tu te parles à toi-même et tu
tu parles de tout et la capacité de concentration là-dedans, elle est fondamentale parce que quand tu nages, tu penses pas à tout et rien, tu dois penser à ta technique, à ta fréquence, à tes chronos, etc. Et donc, l'environnement, il est fondamental pour ça. Moi, j'ai rencontré un entraîneur extraordinaire qui s'appelle Denis Auguin, que j'aime bien décrire comme quelqu'un de finalement moins connu, mais plus exigeant que Philippe Lucas. Voilà, si je te dis Philippe Lucas, on a un peu cette image du gars qui est un peu bourrin, alors que c'est un homme qui a un cœur gros comme ça. Et ben Oui, Denis, après, ça veut rien dire. non, mais Denis, mon entraîneur, il était là pour que l'on performe et que son job, c'était qu'à la fin de l'année, on nage plus vite qu'au début de l'année. Et pas que Pierre-Paul ou Jacques dans le groupe, mais tout le monde, tout le monde. Oui, c'est un ensemble. Voilà, C'est pas... avec des niveaux différents. Il faut savoir qu'on s'entraîne en groupe. Quand on fait du très haut niveau, on s'entraîne dans des groupes de 6, 8, 10 nageuses et nageurs mélangés. Donc, il y en a qui font du 4 nages, il y en a qui font du sprint, il y en a qui font de la brasse, donc avec leurs spécificités qui leur sont propres. Et lui, le but du jeu, c'est de faire progresser tout le monde. Et donc, Denis, aujourd'hui, est DTN, il est directeur technique national de la natation. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis resté extrêmement proche parce qu'on aura fait vraiment un grand bout de chemin ensemble. Toute ma carrière à haut niveau, de mes 15 ans à mes 29 ans, à mon arrêt de carrière, C'est beau. c'est que Denis. Voilà. C'est beau. Que Denis. Bah C'est voilà. ça. Merci c'est Denis. que Denis. Merci Denis. Et est-ce que tu peux nous parler de l'émission de télé ça, j'ai ma petite info. Il va se reconnaître en regardant la vidéo de Sacrée Soirée que tu avais faite Wow. après les Jeux. C'est vieux ça. Eh oui, eh oui. Mais ça, je crois que tu as eu des billes de David, non? Oui, il va se reconnaître. Alors, Sacrée Soirée, c'est une émission qui, dans mon enfance, en fait, c'était l'émission phare du samedi soir, je crois, sur TF1. Et alors maintenant, avec Canal, Netflix, avec toutes les plateformes, etc., Ouais. on a plein de documentaires, de séries, de films à la demande, mais ça fait un peu vieux jeu de dire ça, ça me rajeunit pas. Mais à l'époque, en fait, on avait tant de chaînes et c'était, voilà, quand on était en famille, en maison, on regardait telle émission, Ouais. tel soir. Et cette fameuse émission Sacrée Soirée, ça a vraiment bercé mon enfance aussi. Ça s'était arrêté un temps, je crois, pendant plusieurs années. Et ils ont décidé ça a de repris. relancer quelques émissions justement en fin 2008, début 2009. Et donc, j'ai été invité sur le plateau de Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault, entre autres. Et à l'époque, La ministre Roselyne des Sports. Bachelot. Roselyne Bachelot était ministre des Sports. Et donc, Roselyne Bachelot était aussi à Pékin. Elle m'avait félicité en sortant de la course. J'étais un petit peu son chouchou, etc. Et donc voilà, ça a été une surprise qui m'a été faite lors de cet événement, cet enregistrement d'émission. Il faut savoir que les invités découvraient quelque chose vraiment le soir de l'émission. Et puis moi, passionné d'aéronautique que je suis et de tout ce qui vole, etc., moi, c'était mon N'en rêve. dis pas trop parce que... C'était de voler quand j'étais gamin. Et donc, lors de Sacrée Soirée, j'ai eu une très belle surprise. Mais j'en dis pas plus maintenant. C'est parce qu'on va revenir un peu dessus après, mais là, du coup, on a fait la partie sur ta carrière. Et je pense que c'est intéressant aussi de pas vous voir les sportifs de haut niveau et par rapport à tout ça, que par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'homme derrière le champion, on peut le dire. Et j'aimerais savoir quel genre d'enfant tu étais et quelles sont les valeurs pour toi qui t'ont été transmises quand tu étais jeune et qui t'ont permis peut-être aussi d'aller vers ce choix finalement, vers cette vie. Oui, bah, alors moi, gamin, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en lui. J'ai été souvent et longtemps complexé par ma taille, par ma morphologie, parce que quand j'étais ado, j'étais tout grand, tout maigre en fait. Je mesurais une tête de plus que tout le monde et je m'assumais pas physiquement et donc j'essayais de passer incognito. Donc ça allait même dans la posture où je me tenais pas droit, ou même aujourd'hui encore, tu vois, j'ai du mal à me tenir droit, mais et j'essayais je me renfermais sur moi-même. Tu te recroquevillais, J'essayais d'être discret, etc. À l'école, parce que jusqu'au CM2, j'étais un très bon élève, j'étais toujours le deuxième de ma classe, il y avait toujours le même garçon qui était devant moi. Et en arrivant au collège, ben là, c'est là où ça s'est un petit peu plus, ça s'est un peu plus vu et ressenti, le fait d'être
d'être jugé, comment t'es habillé, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es coiffé comme ça, etc. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Enfin, si tu dis ça, c'est déjà le cas pendant nos générations et c'est encore pire maintenant. Mm. L'école, c'est le pire endroit pour ça, hein. Oui, donc et moi, mon échappatoire, c'était vraiment d'attendre la fin de la journée, de me retrouver avec mes copains à l'entraînement, de parler de tout et de rien et d'être C'est là que tu respirais, quoi. ouais, et d'être dans cette entre guillemets acceptation parce que j'avais même des copains qui étaient même plus grands que moi, d'autres qui étaient plus petits, un peu plus forts, mais en fait, on se jugeait pas. Et si tu veux, quand j'étais au collège, j'étais pas bien dans ma peau et finalement, quand on était à moitié nus en maillot, tous les uns les autres, en fait, il y avait énormément de respect et de bienveillance. Et puis, j'ai eu la chance aussi, voilà, d'avoir, je pense, une excellente éducation basée sur le travail, basée sur le respect, basée sur le bonjour, le merci, le au revoir, sur lesquels mes parents n'ont jamais dérogé à ça. C'est important de le dire. Voilà. Et d'ailleurs, le sport, ça a pris quelle place dans ta famille et comment ta famille t'a soutenu quand tu as entrepris ce chemin-là et que tu as vraiment eu une carrière? Est-ce qu'ils ont pris une place importante? Ça a pris, j'ai imposé quand même pas mal de choses à mes parents malgré moi parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier quelques années plus tôt. Moi, je rêvais de faire du foot parce que quand j'ai 10 ans, j'habite à côté de Marseille. C'est l'Olympique de Marseille qui gagne la Coupe d'Europe. Donc, comme tous les gamins de 10 ans, j'ai envie de jouer au foot en fait. Et puis, comme j'étais déjà inscrit au club de natation, ma mère et mes parents me disaient non, mais tu termines la saison, on verra l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, j'étais réinscrit malgré moi à la natation, donc je continuais. Oui. Et donc, ils m'ont eu un peu comme ça. Et finalement, à 15 ans, quand je décide d'aller m'entraîner à Marseille, il faut savoir qu'on habite à je sais pas, 30-35 minutes de Marseille, avec un entraînement qui est très, très tôt le matin. Il fallait être à 6h30 dans l'eau. Donc c'est un réveil qui sonne à 5h30 le matin et ma maman va nous emmener avec un copain à moi et moi tous les matins à 6h du matin nous emmener dans cette piscine pour qu'on aille s'entraîner et le Oui, soir. donc ça a pris quand même vachement de place Ouais. parce qu'il faut être derrière quand même. Pendant 2 ans, ils ont été là, même sur des compétitions, des trucs comme ça, ils m'accompagnaient beaucoup. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de place et finalement, moi, j'aspirais aussi à pouvoir voler de mes propres ailes et dès que j'ai pu, j'ai passé mon diplôme de maître nageur qui a été mon premier job en fait pour pouvoir leur décharger finalement cette responsabilité. Puis de toute façon, ils ne pouvaient pas me payer un appartement ou une voiture, donc c'était à moi aussi de me prendre en charge de ce côté-là. Parce qu'au-delà de tout ça, dans tout ce qu'on se dit, c'est loin d'être un sport professionnel, la natation. Je vais commencer à gagner ma vie Oui, tardivement quand même. à 23 ans. Donc à 23 ans... Comme si tu avais fait des études avant d'avoir un premier boulot. C'est ça, sans être sûr d'y arriver, quoi. C'est ça. Et avec donc, une incertitude, oui. voilà. C'est vrai que par rapport à un cursus classique, c'est moins... Et en parlant Mais ils n'ont de... jamais été trop oppressants, Oui, oppressants. c'est-à-dire que quand ça allait pas bien, ils avaient toujours le petit mot en disant « Allez, ne lâche pas, ça ira mieux la prochaine fois ». Et quand ça marchait, ils nous disaient « C'est super, c'est bien, continue ». Quoi. C'est génial. Et en parlant de voler, est-ce que tu as une passion justement que tu as toujours gardée à côté de la natation? Et oui, on peut en parler ou pas? Mm-hmm. Oui, en fait, depuis tout petit, comme je t'ai dit, quand j'habitais à Aubagne, il y a un régiment premier régiment étranger de la Légion étrangère qui est à Aubagne. Et donc, historiquement, je crois depuis les années 70, la patrouille de France survole ce régiment, en fait, qui est la veille de mon anniversaire. Et donc, mes parents m'avaient dit, gamin, tiens, il y a la patrouille de France qui passe pour ton anniversaire. Et donc, chaque année, je me mettais à la fenêtre et j'attendais impatiemment la patrouille de France. Et on était allé voir 1 ou 2 meetings de représentation de shows aériens, etc. Et je me suis dit, wow, ça a l'air génial. Donc, j'avais ça dans un coin de la tête. Et en même temps, et après, je nageais vraiment beaucoup. Donc, je m'étais renseigné sur un cursus pour être pilote de chasse. Et puis, j'étais tombé sur un gars qui m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop dur, c'est trop compliqué, il faut faire maths sup, il faut faire maths spé, etc. Et donc, voilà, ça m'a un peu cassé le moral et presque, je ne peux pas dire briser les ailes parce que j'étais loin de voler. Mais j'ai toujours eu énormément de passion pour tout ce qui volait. Que ce soit des hélicos, des avions et principalement, bien sûr, des avions de chasse. Donc, j'ai gardé ça au fond de moi. Et quand j'ai pu, on va dire en 2009-2010, quelques années plus tôt, j'ai appris qu'on pouvait passer son brevet de pilote privé. Donc, comme j'avais mis un peu d'argent de côté,
je me suis payé cette formation pour me prouver aussi que j'étais capable de faire autre chose que des allers-retours dans un bassin. Non, mais c'est important. Et donc là, voilà, j'ai la chance d'avoir mon brevet de pilote privé. Je vais voler de temps en temps. C'est vraiment mon kiff, ma passion. C'est une passion qui coûte cher, donc j'y vais pas autant que ce que j'aimerais, mais je m'organise pour C'est déjà emmener bien de des pouvoir le amis, faire. etc. Ouais. Non, mais c'est super. Bah, bravo. Et là, on va passer du coup toujours sur ce sujet-là, mais plutôt sur la vie personnelle que tu as actuellement. Comment tu as fait pour équilibrer aussi ta vie perso et ta vie pro quand tu as commencé à avoir ta vie de famille ou même si c'est après carrière, mais comment tu as fait pour réguler un peu tout ça, quoi, parce que ça prend quand même beaucoup de place. C'est vrai qu'une carrière, on sait quand ça commence, on ne sait pas forcément quand ça C'est finit. ça. On a envie d'anticiper cette transition. On est pris dans le feu de l'action, des entraînements, des stages, des compètes, de l'adrénaline, etc. Mais ça a un coût énergétique humain en fait sur cet engagement parce que c'est 6 jours sur 7, c'est plus de 45 semaines par an, donc c'est très prenant et en effet. Faut être accroché. Des fois, tu vois pas tes parents, tes amis pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois d'affilée parce que tu es trop pris dans le truc, tu enchaînes les compétitions. Quand tu as un week-end de repos, bah, tu as juste envie de chiller C'est ça. et de pas faire des centaines de kilomètres. Donc il y a une démarche assez égoïste finalement dans tout ça où j'ai mis des choses entre parenthèses. Et en effet, à l'arrêt de Après, ma c'est peut-être le carrière, prix à payer aussi, hein, parce que je pense que beaucoup qui ont ton niveau ou qui en sont arrivés là, ils sont forcément passés par cette case de. je pense que oui, il y a des concessions à faire, mais Mm. ça doit pas être un sacrifice, ça doit être quelque chose qui doit être, notre attitude, elle doit être en phase avec nos objectifs au quotidien, parce que tu peux pas dire je veux être le meilleur à la fin de l'année, je veux être le meilleur du monde, et tous les 2 week-ends, tu vas faire la fête, etc. Donc c'est pas compatible. Donc en effet, ça a été, moi j'ai eu la chance d'être accompagné par des partenaires et des sponsors dans ma reconversion. Et voilà, quelques années après, j'ai rencontré ma femme. Et donc là, en effet, j'ai une vie assez chargée parce que je prospecte dans ce que je fais. Je développe des outils numériques dans les piscines, je fais des conférences, etc. Et mon Et tu es job, papa aussi? et je suis papa donc d'une petite fille qui va avoir 3 ans. Donc du coup, mon job, il est aux 4 coins de la France. Il n'est Mm. pas à 20 minutes de chez moi. Et C'est donc, ça. il y a des soirs et des jours où je ne suis pas là. C'est un avantage et un Voilà, inconvénient et des parce fois, que. j'essaye aussi de. Alors, c'est jamais assez quand ma femme écoutera l'émission, je pense qu'elle rigolera, mais en fait, j'essaie vraiment aussi voilà, d'avoir des temps de décompression où là, il n'y a pas de boulot, il y a pas de mail, il n'y a pas de rendez-vous et C'est il y a du important, temps mais pour la famille. même pour toi, Ah, mais oui, mais c'est elle qui m'a appris à faire ça parce que jusqu'avant que je la rencontre, c'était en 2016, j'ai arrêté ma carrière en 2012. En fait, j'avais jamais vraiment pris de vacances. Et c'est elle qui m'a dit, mais c'est important aussi de prendre des vacances. Je fais, ah oui, c'est pas con. Eh bien, Et moi, bravo j'avais à elle. l'impression de perdre du temps. Et non, en fait, Bah, on ne perd pas du c'est pas une temps. perte de temps, Ouais, hein. C'est jamais trop. exactement. Et je suppose que dans ta carrière, voilà, il y a eu des périodes de doute, forcément des baisses de motivation à certains moments. Aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un sujet très important pour nous tous, selon toi, qu'est-ce qui est important pour entretenir sa santé mentale? Et est-ce que toi, tu as des choses à recommander qui peuvent s'appliquer, bien sûr, les amis, hein, la communauté, à tout le monde, hein, pas forcément que à ceux qui ont ce parcours de vie, mais la santé mentale aujourd'hui, c'est important d'en parler. Est-ce que tu as. C'est un vrai sujet. C'est vrai on a été quand même malmené parce que tu peux pas prétendre être le meilleur et rester dans une zone de confort. Et cette zone d'inconfort, elle est à la fois physique parce que c'est engageant physiquement quand tu dois prendre de la force, de la puissance, de la souplesse, de l'endurance et il faut vraiment bosser. Et donc, au bout d'un moment, dans la tête, quand tu n'as pas les résultats, tu dis mais à quoi bon faire tout ça? Et donc, tu es assez tiraillé entre le fait de vouloir vraiment t'arracher et de prendre sur toi, et de l'autre côté, de te dire est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que c'est marrant parce qu'on en parle là ce matin, j'ai fait un échange téléphonique avec une amie qui fait un mémoire là-dessus. C'est vraiment l'enjeu de cette année, la santé mentale, c'est un enjeu national en fait. Et c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre qu'est-ce que je suis prêt finalement à faire comme concession sans tomber dans le côté où je suis proche du burn-out. Et pour ça, je pense qu'il y a quelque chose qui doit rester extrêmement sain. Ça doit être l'entourage et l'entraîneur et le club et la fédération et l'entourage familial et amical en fait de l'athlète ou de la personne, si on parle de quelqu'un qui n'est pas athlète. Mhm. Il faut vraiment se rattacher à des personnes saines en fait. Je pense que le fond du truc, c'est ça. S'il y a quelqu'un autour de nous
qui est malsain, qui est vicieux, voilà, où on sent Qui que nous c'est apporte des problèmes. exactement le problème. Ils vont nous faire croire que le problème va venir de nous. Et en fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas attacher d'importance à ces personnes qui ne sont pas alignées sur nos valeurs. Et c'est ce qui nous a permis de durer dans le temps aussi avec mon entraîneur, parce que nombre de fois où on n'était pas d'accord, on s'est pris la tête, on s'est engueulé. Mais ça arrive, il faut le dire, hein, sur une aussi longue période Ah ben oui, mais ensemble, on peut il y pas a être forcément d'accord des tout le temps. accrochages. C'est humain, c'est humain. Et c'est comme un couple en fait, C'est c'est-à-dire ça. que si on se dit pas les choses, C'est une vraie relation. on met le truc sous le tapis et au bout d'un moment il n'y a plus de place sous le tapis et quand tu le relèves, Ça explose. franchement ça explose et ça peut être, ça peut être dramatique. Enfin il y a des histoires autour de la santé mentale induite par du harcèlement ou un mal-être, etc., qui sont finis de manière dramatique et c'est juste inacceptable. Donc le meilleur moyen, c'est de communiquer, c'est d'extérioriser. Et depuis quelques années, et ce fameux MeToo, en fait, où il y a eu la dénonciation de certains comportements des hommes Ça a été sur quelque des femmes, chose, ouais. etc., je pense que ça a aidé aussi à délier des langues dans tout mal-être, finalement, ou non-dit, qui jusque-là, en fait, on se taisait, on avançait. Et donc, Comme quoi les réseaux, ça a du bon, les amis. ah oui, ça c'est bon pour alerter sur des situations. Et en même temps, attention aussi à ne pas tomber de l'autre côté Dans la désinformation. ou même à vouloir être trop choyé, trop préservé, etc. Si on veut vraiment s'affirmer, voilà, moi il y a des moments où mon entraîneur il a été très dur avec moi, mais il m'a jamais insulté, il m'a jamais rabaissé. Il faut trouver. Et voilà. La barrière est fine, mais il faut jamais dépasser un certain seuil. Il y a des points de non-retour que l'on ne doit pas accepter. Voilà. Donc on est tous d'une constitution unique, avec notre propre éducation, notre histoire. Mais voilà, le plus important, c'est d'être en phase avec soi-même pour avancer le plus sereinement possible et avoir le moins de freins dans notre parcours sportif, parcours professionnel ou même il y a des amis avec qui on accroche et d'autres on n'accroche pas. Eh ben, à quoi bon perdre du temps et de l'énergie si on sent qu'on n'avance pas à la même vitesse C'est ensemble. ça. Comme on disait avec David, le temps c'est précieux, donc il faut pas le gâcher. Voilà. C'est ça. Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Et en troisième partie, du coup, par rapport à ta vie actuelle, comment tu as vécu justement cette transition de fin de carrière, forcément, quand ça s'est arrêté? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, notamment sur ta vie actuelle? Peut-être voilà, ce dont tu as envie de parler, hein, ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être aussi, on sait, en tant que conférencier, tu fais beaucoup de représentations, etc. Ben, en fait, c'est vrai que on m'a appelé à l'arrêt de ma carrière, peut-être dans l'année qui a suivi, pour faire une conférence et partager. Alors, c'était plutôt sous format de questions-réponses au début. Et alors, j'ai jamais eu aucune formation en communication. Si tu veux, j'ai vraiment appris sur le tard. Un jour, je suis sorti d'un bassin. Mais c'est pas plus mal. Oui, mais bon, j'ai été conseillé par un collègue qui était mon agent. Son frère était mon avocat, etc. Donc, on avait une structure finalement autour de la partie entraînement qui m'ont aidé à gérer ce genre de choses. Et donc, un jour, je sors de l'eau et on me tend 3 micros, 2 caméras, etc., des journalistes. Et il faut juste dire ce que tu penses. J'ai bien nagé parce que je pense que j'ai fait ça. J'ai pas été bon parce que. Donc, c'est comme ça que tu apprends aussi à sortir un peu. Et ça, c'est intéressant. Ça se fait aussi, je te coupe, pardon, mais ça se fait aussi en école. Moi, j'ai fait un BTS NDRC. Ils nous apprennent, quand on passe à l'oral, à se rendre compte nous-mêmes de ce qu'on a fait comme erreur. Donc, à la fin de l'oral, de dire j'ai bien fait ça, et par contre, ce que j'ai mal fait, c'est ça, par exemple, l'éthique de langage. Et ça, c'est important. Hein. Oui. C'est un vrai entraînement pour c'est important parce que moi, par exemple, il y a un côté un peu narcissique derrière ça, mais je lisais des fois des articles de presse de certains journalistes que j'avais en face la veille, juste pour savoir s'ils avaient... c'est pas narcissique, c'est normal. Non, mais s'ils avaient bien retranscrit finalement ce que je voulais dire. Oui, ça, et après, me dire, soit là, je me suis mal exprimé, il a compris comme ça. Ou de l'autre côté, ce journaliste, là, je sais que je lui ai dit ça. Là, après, des fois, il y en a qui transforment et qui sortent une phrase du contexte et ça devient la baseline. C'est pour ça, fais attention à ce que je vais mettre en titre. Hein, parce que je peux... je sais pas ce que tu vas mettre en titre. Donc, après, voilà, une conférence sous format de questions-réponses, une deuxième, une troisième. Et puis, voilà, depuis... Et de fil en aiguille. J'ai structuré ça. Alors, ça fait un peu ma vie, mon œuvre, mais
qu'est-ce que j'ai appris finalement? Comment je suis arrivé à la natation? C'est les objectifs que je me suis fixés qui m'ont donné envie de me lever tous les matins. Je fais une partie sur la communication, une partie sur T'as plein de sur le casquettes travail en finalement. équipe. Donc ça, c'est une partie conférence. Et en effet, une autre partie avec des partenaires, dont notamment EDF, qui est mon partenaire historique, où depuis 2007, je suis en partenariat avec eux. Et finalement, au moment où on se parle, en 2025, je suis encore avec eux, au moins jusqu'en fin C'est chouette. 2026. Donc c'est une très belle histoire où on intervient sur des animations, des ateliers de lutte contre la noyade, parce que EDF est très engagé dans le soutien aux sportifs et aux fédérations depuis C'est une important. trentaine d'années. Voilà. Et t'as pas pensé à écrire un livre avec tout ce parcours Eh bien si, justement, j'ai sorti une autobiographie Ok. qui s'appelle Mon destin olympique, qui est parue chez Talent Sport et qui est Et sortie bah en 2021. on Voilà, mettra la là petite en signature. photo. Ici, on Voilà. la met là, pile poil. Ici. Sois bon sur le montage. Ouais, Elle est là. ici. Et je mettrai en description aussi. Voilà, Mon destin olympique, ça me tenait à cœur de raconter un petit peu mon parcours de manière différente que sur des interviews ou des articles, etc. Ce qu'on est en train de faire finalement. Ben oui. Et du coup, non, pas mal de casquettes aujourd'hui, voilà, sur des sujets C'est chouette. d'analyse vidéo, d'aide à l'apprentissage à la natation. Donc, voilà. Non mais c'est cool. Et Parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais j'ai arrêté mes études au niveau du bac, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et donc oui, j'ai aucune étude universitaire et finalement le sport, les voyages, rencontrer des cultures différentes quand tu es en Australie, en Amérique latine ou dans les quatre tu as coins des appris pays d'Europe. directement de la vie. Voilà, c'est Voilà. la vie qui me l'a appris. C'est une bonne et- école aussi, hein, Oui, les amis, oui. hein, sachez-le. Hein. Mais j'ai eu la chance de vivre ça et je me rends compte qu'on est, en plus en ayant vu ça, qu'on est dans un pays extraordinaire. On est, voilà, pour rien au monde, je ne partirai de mon pays qui m'a tout donné, tout appris. C'est beau de le dire. Bah, c'est une belle phrase de fin. Et pour terminer sur cette partie-là, puis après on fera un petit jeu et ça sera fini. Si tu avais des rêves ou des objectifs éventuellement à venir, parce que quand on a fait tout ça et après tout ce qu'on vient d'énoncer, est-ce que tu as encore des objectifs, des rêves, des choses que tu as envie d'accomplir Oui, bah après là, je suis vraiment, comme tu peux le sentir, je pense, je suis beaucoup dans le partage et la transmission, d'essayer, voilà, de donner quelques billes à des jeunes en disant, bah, mon parcours il est comme ça, j'ai fait quelques erreurs à un moment donné. Évitez de faire ces mêmes erreurs, construisez-vous vous-même. Et je suis, voilà, encore une fois, j'arrive pas avec mes gros sabots en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est adaptable à chacun, mais c'est important Mais quand il même faut de- s'engager en fait pour se découvrir soi-même. Il faut s'engager à fond dans un projet. Aujourd'hui, ben voilà, c'est un peu un mélange entre la vie de famille, la vie perso, la vie professionnelle, etc. Je jongle un petit peu tout ça et quand voilà, au plus je vois ma fille grandir, au plus je me dis que ces valeurs du sport dans la société, elles sont fondamentales et que je n'ai pas envie de m'arrêter. Voilà, j'ai envie de croire que ce qu'on a vécu en l'été 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça a été extraordinaire, ça a été magique. Et on a montré aux yeux du monde entier qu'on était capable d'organiser des choses, que ça s'est très bien passé. Il y a une cohabitation mondiale qui a été chez nous, qui a été très bien perçue. Donc on est capable de le faire et ce ne sont pas les 5, 10, 15% de détraqueurs qui vont nous empêcher de faire rêver nos gamins et de construire une société plus respectueuse parce que quand tu fais du sport, tu apprends à arriver à l'heure, tu apprends à dire merci, tu apprends à dire bravo, tu apprends à dire au revoir. Et il y en a qui n'ont pas ça dans leur famille. Et donc le sport est un vecteur aussi d'intégration fondamentale sur lequel je pense on ne capitalise pas assez aujourd'hui. Bon, on le fait là. Ben voilà, là on le fait. Mais que vous fassiez du sport ou pas du sport, c'est l'engagement qui compte. Mais encore C'est une sûr. fois, avoir une pratique sportive régulière, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est quelque chose de très important. Donc il y a aussi cette petite part d'égoïsme où ben moi des fois je prends pas de rendez-vous, je fais pas de déplacement, je fais pas de trucs. Égoïstement peut-être, je m'occupe pas de ma fille ou ma femme à ce moment-là. Je vais faire mon sport parce que j'en ai besoin. Et ça me permet de mieux gérer tous ces projets, quoi. Après, quand tu dis ça, je pense que c'est quand même important aussi de souligner qu'on a tous une part d'égoïsme et qu'il faut d'ailleurs en avoir, parce que si on n'en a pas et qu'on est trop concentré perd et sur... on voilà, s'oublie. on se perd et on s'oublie. Et ça, c'est pas bon. Du coup, bah, on va passer à une petite partie jeu que je t'ai prévue. D'accord. Et si tu veux bien... Alors c'est là où je dois Ouais. déclencher un chrono. c'est ça. Ok. C'est un compte à rebours ou un chrono? Parce qu'attention, Non, moi je suis je- très très précis sur les Oh chronos. oui, hein. t'inquiète pas, je m'en doute. Je vais te chronométrer, on va mettre le téléphone ici et puis D'accord. je vais appuyer.
Et du coup, je vais te demander, donc là, je vais te faire Alors, un le but petit du jeu, clin c'est quoi? d'œil. C'est de répondre le plus rapidement ou Alors, pas? ouais, je vais te poser des questions et tu me réponds en one shot. Ce qui te vient, c'est spontané. On adore l'authenticité ici. Je suis Du nul coup, là-dessus. euh, apparemment, tu as l'habitude d'en faire. Oui, oui, mais je suis nul. On C'est pas verra. parce que j'ai l'habitude. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour le petit clin d'œil. J'allais te dire, essaye de battre ton record du monde au 50 et réponds aux questions avec un chrono de 21 secondes 50. Ok, 27 pour moi. Bon, ça a été le record du monde. Après, ça va Allez, être. 21,50. On essaye, les amis. Tu es prêt? C'est très court, 21. C'est très très court. Allez. Mais c'est pas grave. Vas-y. C'est juste pour le jeu. C'est parti. Regrettes-tu certains de tes choix? Non. Ta plus grande valeur? La fidélité, Quel est le plus beau plaisir de la vie selon toi? le partage, Ton meilleur souvenir d'enfance? l'insouciance, Le métier que tu ferais si tu n'avais pas été dans la natation? un pilote de chasse. La personne que tu aimes le plus suivre sur les réseaux sociaux? Thomas Pesquet. La chanson que tu n'assumes pas d'écouter? Waouh. Ouais. Madonna, Hang Up. Ok. Ton dernier fou rire? Le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Bien. Crois-tu en l'astrologie? Oh oui. C'est pas grave. Un objet dont tu ne pourrais pas te passer au quotidien? C'est mon téléphone. Quelle est selon toi la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? C'est de me lever très tôt pour aller nager sous la pluie dehors, dans le froid et la nuit. Ton film préféré? Interstellar. Ton plat préféré? Un magret de canard. Ok. Ton meilleur voyage? L'Écosse, non? Ah, l'Écosse, ça a été très puissant pour moi. Voilà. Tu le savais. Ouais. Et es-tu fier de toi? Oui. Bah, t'as hésité sur la dernière question. Mais non, mais ça fait trop. Mais c'est important de le dire. Oui, ben, je suis fier de ce que j'ai fait, Tu es mais fier de toi. je l'ai pas fait tout seul. Et encore, il reste beaucoup de choses à faire encore, voilà. Mais tu peux être fier de toi quand même. Oui. Donc les amis, c'est 1 minute 13. Bon, j'ai pas été bon. On va dire Mais que c'est un mauvais 100 mètres. Non, mais très très mauvais c'est moi 100 aussi, mètres. j'ai posé beaucoup de questions et encore, je les ai pas toutes posées. Hein. Mais D'accord. c'était Pourtant, intéressant. j'ai été rapide dans la réponse. Oui. Enfin, spontané. Spontané. Il y en a eu de très bonnes. Et du coup, Il y en a eu des mauvaises aussi. Non, pas du tout. Non, mais quand je dis des bonnes, c'est dans le sens où moi-même, j'ai pu être surprise D'accord. de tes réponses. Ok. Par exemple, la chanson de Madonna, Ouais, ça, je m'y attendais pas. ouais, je sais pas, c'est mon. Comment on appelle ça pas péché mignon, mais oui, non, C'est ton petit truc à toi. mon petit truc, ouais. Et du coup, pour conclure, je voulais te demander si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, est-ce que tu en as un que tu pourrais citer? Oui, un truc qui est très touchant et qui n'est pas forcément ma meilleure performance sportive, mais qui C'est pas montre forcément le plus important. énormément d'amour et de bienveillance du public. Dernière compétition en France pour les championnats de France pour moi en 2012. Je rate ma qualification en individuel sur le 100 mètres nagible quelques jours plus tôt. Je viens juste de rater à l'instant le 50 mètres nagible où je termine 5e de la course. Florent Manodou vient de se qualifier sur des Jeux Olympiques avec Amaury Levaux. Et on sort de l'eau et en fait, il y a une standing ovation qui m'est faite de manière spontanée pour ma carrière. Je viens de perdre ma montre, les amis, Ben en oui. direct. Tu vois, je te fais perdre l'heure. Voilà, c'est parce que c'est la fin. C'est ça. Mais donc, non, Dunkerque, championnat de France 2012, voilà, une standing ovation. Et là, vraiment, voilà, rien que d'en parler, ça me met les frissons parce que Ça doit être puissant. je me sentais je commençais à être un petit peu sur le déclin au niveau des performances sportives. Et du coup, je me disais, est-ce que je suis encore légitime d'être là? Il y a une nouvelle génération qui arrive. Et finalement, ouais, d'avoir cette sincérité spontanée du plus grand public, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais c'est beau, c'est très très beau. Et aussi de souligner que c'est pas forcément une grosse performance qui va faire, qui va marquer l'esprit. Ça peut Pas le meilleur être, souvenir, ouais. ça peut être un ressenti aussi. Et pour le mot de la fin, je voulais te demander à toi personnellement, quelle est ta définition d'être heureux? Ma définition d'être heureux. Comment toi tu le perçois aujourd'hui? Moi, je le perçois sur une forme de sérénité au niveau voilà, de la famille, du travail et du temps pour soi. Je pense que c'est vraiment un équilibre pour moi. Être heureux, c'est quand voilà, je me sens disponible pour mes amis qui ont besoin de moi, alors qu'eux l'ont été quand j'en ai eu besoin, d'être disponible pour ma famille
et inversement, et d'être disponible pour moi, parce que finalement, on en revient toujours à soi. Si on ne prend pas soin de soi, On peut pas prendre soin des autres. Voilà. On l'a dit en même temps, et c'est un très beau clap de fin que tu vas pouvoir nous faire. C'est vrai? Et Heureux oui. clap de fin. Allez. Merci à tous. Representing France, Hélène Bonnard. 6到北京奥运会4×100米